Aujourd'hui, on reçoit Tom Pierry, pilote de rallye, instructeur et gérant de Mad South. Il y a une partie de spécial que j'adore. C'est une portion super rapide où tu es en cinquième tout le temps. Moi, je me sens très à l'aise dans ce genre d'endroit. On casse le moteur de la voiture de loc. On est à 2 heures de l'aéroport et en fait, on rate la moitié des spéciales. Et là, j'ai tout le monde qui me dit fais le rallye sans faire de reconnaissance. Moi, je suis allongé dans l'herbe. J'ai l'impression que je vais mourir. Je pense que je suis paralysé. Je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. C'est important de savoir être bon en circuit, sinon tu peux pas être bon en rallye. Si jamais tu gagnes le Clio Trophy, je te paye le Tour de Corse en M3. Salut à tous et bienvenue sur Racing Trajectoire. Aujourd'hui, on reçoit Tom Pierry, pilote de rallye, instructeur et gérant de Mad South. Ici, on parle de sport automobile, toutes disciplines confondues, mais surtout, on parle de trajectoires humaines. L'idée de cette chaîne, c'est de donner la parole à celles et ceux qui font vivre le sport automobile, pilotes, copilotes, sim-racers, ingénieurs, mécaniciens, team et organisateurs. Tom, merci d'être avec nous. Salut Flo, merci à toi pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Je vais te laisser te présenter en quelques mots et ensuite on donnera le top départ de ton épisode. Moi je m'appelle Tom Pierry, je suis pilote de rallye, j'ai récemment créé la société Mad South et aujourd'hui je vais vous parler de ma trajectoire. Top départ. Tom, merci d'être avec nous encore une fois et on va parler de ta trajectoire, de ton plus lointain souvenir dans le sport auto jusqu'à ce que tu fais à présent. Et justement, est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier souvenir de sport automobile Est-ce qu'il remonte à très loin? Est-ce que c'était dans ta jeunesse? Est-ce que c'était une épreuve ou est-ce que c'était simplement une idée chez toi quand tu étais petit? Non, ça remonte forcément à très loin parce que je suis passionné depuis très 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 longtemps. J'ai pas un souvenir exact qui me vient en tête, mais je pense aux vidéos de mon père qui faisait du rallye à l'époque, que j'ai pu voir sur des DVD, des cassettes DVD. Et plus précisément, on va dire au rallye de la Sainte-Baume, je pense dans les années entre 2006 et 2010, où j'allais voir le rallye avec mes parents et je me rappelle de la Mégane Maxi bleue de Richard Boursier qui arrivait et qu'on entendait résonner dans le Grand Connet, une spéciale connue de chez nous. Donc ouais, je pense que ça fait partie de mes premiers souvenirs. Donc jeune, tu regardais les DVD le week-end en famille. C'était le moment où tout le monde se retrouvait pour regarder des voitures de rallye. Bon, en famille, on va pas exagérer quand même, parce que Avec tes parents, ma mère aimait bien ça, mais c'était pas sa grande passion non plus. Mais effectivement, ouais, on regardait souvent, surtout avec mon petit frère, Tristan, parce que Elliot, le dernier, n'était pas encore né. On regardait les DVD et j'ai vachement de souvenirs où on regardait des DVD de WRC, on regardait un DVD qui s'appelait Pilote en course, où là, il y avait Hugues Delage, Gilles Panizzi, avec toutes ces voitures mythiques qui nous faisaient déjà rêver. Et ce fameux DVD de mon père avec la 205 Rally qui passait en boucle sur la télé et qu'on a pas mal regardé. C'est à ce moment-là tu t'es dit, plus tard, c'est ce que je veux faire aussi. Oui, alors tu te le dis pas vraiment parce que tu sais pas en fait, hein, tu sais pas comment ça va évoluer. Tu en rêves en tout cas, comme un petit qui rêve d'être astronaute ou d'être pompier. Moi, c'était d'être pilote de rallye, c'est sûr. J'ai d'un côté jamais trop envisagé autre chose, mais sans me dire, pour moi c'était un rêve en fait. Je sais pas, je savais pas que ça allait être possible un jour. J'espérais déjà pouvoir conduire un jour une voiture. J'avais pas mon permis, j'avais tout ça était nouveau. Je savais pas si je savais bien conduire, mais ouais, c'est forcément c'était un rêve et je l'avais dans un coin de ma tête. À quel moment tu passes du coup de passionné à acteur, où tu te dis je veux devenir pilote, ça y est. Là tu me dis que c'est comme un fantasme, c'est un Ouais. truc, tu dis ok, ça me plaît, je voudrais, j'aimerais, mais bon, on sait pas, je suis trop jeune, etc. À quel moment il y a un déclic et tu te dis bon, là en fait c'est ça que je veux faire. Pareil qu'au début, il y a pas un jour précis où je me suis réveillé en me disant ça y est, aujourd'hui c'est ce que je veux faire. Comme je te dis, j'ai toujours eu envie de faire ça. Après, je m'en suis aussi donné les moyens, tu vois. J'étais pas quelqu'un de très brillant à l'école parce que parce que mes pensées, elles étaient vachement envahies par ça justement. Et ça a commencé dans mon salon avec un volant, un vieux volant de mon père aussi, et je me déplaçais dans le salon en conduisant avec ce volant. Je jouais très peu aux jeux vidéo, mais pas mal aux jeux de voiture aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu mes armes. Après, il y a eu ma grand-mère qui venait me chercher le midi à l'école quand j'étais au collège.
et que j'emmenais sur les parkings en terre pour tirer des freins à main. Mais voilà, à ce moment-là, Avec ta grand-mère à côté. avec ma grand-mère à côté. Elle en a bavé. Magnifique. Alors aujourd'hui, elle monte plus à côté. Elle a trop peur. Mais à l'époque, quand j'étais très jeune, on allait sur des petits parkings, tout ça, et c'est elle qui m'a appris à conduire. Vraiment. Incroyable. Mais voilà, à cette époque-là, tu te dis pas, je vais être pilote de rallye, machin. Tu kiffes le moment, quoi. Tu kiffes de conduire. Exactement. Tu kiffes le moment, tu sais que c'est ce que tu aimes le plus faire. Mais à ce moment-là, tu te dis pas, plus tard j'en ferai mon métier et je vais essayer des voitures de dingue. Et voilà, tu profites. Je te dis, mon kiff dans mon salon, c'était un kiff, quoi. Hein. Je tournais le volant, je faisais des dérapages et ça m'a appris à manier le Tu sais volant. que la visualisation, c'est une technique qui est beaucoup, beaucoup utilisée aujourd'hui à haut niveau. Hein. Mais tu sais qu'on en rigole, parce que ça, c'est une histoire, c'est marrant, c'est anecdotique. Mais je suis persuadé que ça a eu des bienfaits sur ce que je fais aujourd'hui et que certaines bases sont nées de ce moment-là dans mon salon. De la glisse en chaussettes. Ouais, c'est ça. Magnifique. Et là, 18 ans, premier rallye. 18 ans, premier rallye. Premier rallye, c'était pas du tout planifié. C'était avec mon pote Manu, qui nous regardera certainement. Et Manu, c'était un pote avec qui je faisais du vélo. En fait, c'était mon moniteur de vélo, à la base. Et je faisais beaucoup de vélo de descente. Parce que c'était quelque part pour moi une manière différente d'aborder. Moi, c'était vraiment la voiture, mon truc. Mais j'avais pas les moyens, j'avais pas l'âge de pouvoir faire ce que j'aimais. Et du coup, je pense que je transférais un petit peu ça au vélo, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Il y a des trajectoires, il y a une notion de chrono, il y a une notion de technique, il y a pas mal de notions. Et du coup, je faisais beaucoup de vélo de descente. Et du coup, j'ai rencontré Manu, qui est devenu un super ami aujourd'hui, qui était mon prof de vélo. Et en fait, avec Manu, Manu n'était pas passionné de voiture à la base. Et en discutant avec lui, avec son élève de vélo, je l'ai un peu converti à ça. Et lui était plus vieux que moi. Donc en fait, lui, il a pu avoir une voiture avant moi. Là où moi, j'avais, je sais pas, je devais avoir 15 ans quand je faisais des cours avec lui. Et lui, il avait déjà 18-19 ans. Et donc, il a acheté une voiture, une 106. Et moi, à chaque fois qu'il sortait la voiture, j'allais avec lui. Il m'expliquait. Alors des fois, moi, je connaissais pas, mais je lui disais, ah, non, peut-être que là, tu devrais faire comme ça. Sans prétention, mais on discutait. Il y a eu un échange qui s'est créé. On est devenus super potes, un peu grâce à la voiture, je pense. Et on a partagé ce truc ensemble. Les années ont passé. J'ai continué le vélo, lui aussi, jusqu'au jour où j'ai eu l'âge de conduire. Et Manu, lui aussi, avait évolué dans dans sa volonté de faire du rallye, etc. Il s'était acheté une AX GTI N1. Et donc, ça faisait 100 chevaux, avec une boîte normale. Voilà, tout ce qui aujourd'hui n'existe même plus, en fait, je pense, en rallye, mais c'était ça. Et un jour, il me dit, écoute, je vais faire le rallye de la Sainte-Baume. Est-ce que tu veux être mon copilote ? Moi, je lui dis même pas en rêve, j'ai trop peur, je monte pas à côté. Et puis moi, ce que j'aime, c'est conduire et tout. Mais voilà, il me dit, oh, mais je suis emmerdé, le rallye, c'est dans 15 jours, j'ai pas de copilote. Et puis j'ai envie de le faire avec un pote et tout. J'ai pas envie de le faire avec quelqu'un que je connais pas et tout. Et je lui dis, non, moi, c'est sûr que je fais pas le rallye. Une semaine se passe. Et là, il me rappelle une semaine avant le rallye. Et il me dit, écoute, je suis vraiment emmerdé, j'ai pas de copilote, je peux pas faire le rallye. Et moi, je me dis, bon, je vais lui proposer un truc. Et je lui dis, écoute, si tu veux, on fait un truc. Moi, je venais d'avoir 18 ans. 19 ans, je crois même. Et je lui dis, si tu veux, on fait une spéciale chacun. Et il me dit, une spéciale chacun ? Je dis, ouais, on fait une spéciale chacun, on prend ton AX. Moi, je participe aux frais, évidemment, hein, qui étaient moindres hein, sur des voitures comme ça. Il y avait 4 pneus, un peu d'essence et l'engagement qu'on avait divisé en 2. Et on fait une spéciale chacun. Et il réfléchit un moment et en fait, il me dit, allez, pourquoi pas. Hein. Donc là, on commence à décider parce que c'est un rallye chez nous, c'était la Sainte-Baume, donc on connaissait un peu les routes et tout. Moi, je lui dis, moi, j'aimerais bien faire le Grand Connet. Lui, il me dit, moi, je préfère la Sainte-Baume. Alors, grosse négociation sur qui grosse négociation sur les spéciales. Et au final, on s'est entendu à merveille. On a la première spéciale, je suis monté à côté de lui quand même parce que lui, il avait un peu l'habitude et je voulais voir comment ça se passait. Alors moi, j'ai annoncé les notes, exercice que j'avais jamais fait non plus, mais ça me stressait pas spécialement parce que je savais qu'il connaissait la route. Et du coup, finalement, voilà, j'ai pris la mesure du truc dans la première spéciale. C'était la Sainte-Baume, je me rappelle. Et après, moi, je suis parti dans le Grand Connet au volant. Et là, c'est mon vrai premier souvenir. Alors, beaucoup de stress. Plus de stress que de plaisir, en fait. Hein. Au début, oui. tu t'en fais en fait le rêve depuis des années. Puis quand tu es là, tu sais qu'il y a tous les copains, tu sais qu'il y a la famille, tu sais qu'il y a les gens. Tu t'approches, tu vois la voiture devant qui part, le chrono. C'est ça, tu as l'odeur de la voiture de course, tu vois le petit décompte là, avec ça, tu sais que tu vas devoir vraiment aller le plus vite possible. Tu sais pas trop où placer le curseur, tu sais pas trop ce que tu vaux.
C'est tous ces stress qui en ont fait une spéciale mémorable. Et voilà, après le rallye est lancé, et on s'est régalé tout au long du truc. Il y a quand même une spéciale qu'on faisait en commun, et on a comparé nos chronos et on faisait le même temps, tu vois. Donc c'était rigolo. Et puis on a fini le rallye, on a gagné la catégorie. Et je sais plus combien on a fini au général, mais voilà, c'était sympa. On avait eu quelques vidéos sympas qui ont tourné sur les réseaux sociaux, et c'était le début un peu de tout, je pense. C'est c'est une belle histoire en tout cas. Combien de temps après ça, tu vas faire Rallye Jeune? Et je crois que c'est pas arrivé très longtemps après, parce que ce rallye, c'était l'époque où la Sainte-Baume était au mois de juin. Il faisait Ouais. une chaleur Mai, juin, ouais. étouffante. C'était juin, c'était fin juin même. Ils l'ont fait une seule année, là. Il faisait 35 degrés. C'était pas la Sainte-Baume de l'époque en mai, c'était vraiment en juin. Et Rallye Jeune, je crois que c'était la même année, c'était 2019, et c'était en octobre. Ouais, quelques mois après, donc tu Voilà, vas tenter l'aventure Rallye Jeune. c'est ça. Et en fait, bah là, Rallye Jeune, moi, j'en ai pas, c'était pas le hasard, hein. Je savais depuis longtemps que ça existait. J'avais pas la prétention de pouvoir le gagner, mais disons que je venais d'une famille modeste, hein. J'ai pas à me plaindre, mais on venait d'une famille modeste où faire du rallye avec ses propres moyens, c'était pas envisageable, parce que c'est un sport qui coûte très cher. Et donc pour moi, Rallye Jeune, c'était la seule option de faire autre chose que de se partager le volant avec mon pote au final, hein. Même si ça reste un super souvenir, Oui, tu fais pas une carrière comme ça. oui, de ce souvenir-là, après, maintenant, tu avais qu'une envie, Eh, c'était de pouvoir Exactement. continuer. Exactement. Donc je m'inscris à Rallye Jeune, et j'y vais avec des amis. Mais honnêtement, je suis pas quelqu'un qui avait une grande confiance en moi, et je me dis pas en allant là-bas, je vais gagner Rallye Ouais, Jeune, quoi. c'est ça qui m'intéresse, ton état d'esprit. Non, vraiment, je me souviens d'une chose, c'est qu'on arrive et que sous la tente, il y avait la voiture de course. À l'époque, c'était la Fiesta R2J. Et il y avait écrit en gros, bah, le gagnant, il conduira cette voiture, quoi. Et moi, à ce moment-là, je me dis, non, mais jamais je Je pourrais vais pas y conduire ça. arriver. C'est une voiture de fou, il y a une boîte séquentielle, il y a tout ça. On était, enfin, je sais pas le nombre, mais c'est des années en rallye jeune, il y a eu plus de 8000 personnes qui participaient. Je me suis jamais dit que j'allais remporter ça. J'y suis allé parce que je m'en serais voulu de pas le faire. Ouais, tenter ta chance. Mais tu te dis pas, alors peut-être ça doit dépendre des gens, mais moi en tout cas, je me suis pas dit, j'y vais, je vais gagner. Et en fait, la sélection se déroule, je fais le premier degré, le slalom entre les quilles, mais dans une approche très prudente, pas je tente tout, vraiment je voulais pas toucher de quilles, etc. Puis ça passe au premier degré, je fais le second degré, et là je sors de là en me disant, je pense que j'ai pas très bien conduit, j'ai été trop propre, je pense que c'est mort, quoi. Et là, il y a l'annonce, et là, il t'annonce six finalistes. Et en fait, ils partent du moins bon chrono et ils vont vers le meilleur. Et donc le sixième, le cinquième, le quatrième, le troisième. Tu te dis, c'est mort. Moi, je me suis dit, si jamais je suis qualifié, je serai sixième ou cinquième parce que j'étais pas trop content de ce que j'avais fait. Et là, je me dis, c'est mort, quoi. Et puis là, arrive le dernier. Et là, je me souviens, il y a Nico Bernardi qui dit, qui était le gars qui gérait ça à l'époque, qui dit, et là, le meilleur chrono, c'est un Marseillais qui l'emporte. Et là, Tu te dis, je tilte. Et tu vois, combien il y en avait de mais Marseillais? il restait mon frère, mon meilleur pote et moi, tu vois. C'était Léo, mon meilleur pote, et qui est toujours mon pote aujourd'hui, et Tristan. Et là, il dit mon nom. Et là, mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, quoi. Grosse surprise. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Stupéfaction ou d'un coup la joie? Franchement, c'est dur de se rappeler exactement De l'émotion? de l'émotion que j'ai eue. Il y avait ma famille. Je m'en souviens parce qu'il y a eu des photos à ce moment-là, et je sais que j'avais des larmes, mais de joie, hein, vraiment. Et je prends ma mère dans les bras, je prends mon père dans les bras, mon frère, mon pote, on était tous. Enfin, on n'y croyait pas, quoi. Tu vois, ce dont on rêvait depuis toujours, ben, C'est en train de se passer. je venais de le faire, tu vois. Et là, tu te dis, mais c'est improbable. Mais je pense que ce que disent un peu, c'est vraiment ce que disent tout le monde, pardon. Tu sais pas à ce moment-là, tu te rends pas compte, en fait, Et à ce ouais. moment-là. Vraiment, tu te rends pas compte, et tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer, quoi. Tu t'en rends compte à quel moment? Après, quand l'organisation, la structure te récupère, t'explique un peu ce qui va se passer, c'est là que tu te dis, ok, là, ça y est, c'est concret et je suis en train de mettre le pied sur le chemin que je voulais vraiment suivre, quoi. Ouais, ben, en fait, il y a eu plusieurs phases. Si tu veux, déjà, tu rentres chez toi, tu prends ton téléphone, et là, tu reçois beaucoup de messages. Moi, je n'avais jamais reçu trop de messages comme ça. Et là, je reçois des messages de vraiment beaucoup de personnes qui te disent, mais c'est incroyable ce que tu viens de faire, machin, à 19 ans et tout. Donc là, tu prends un peu la mesure du truc. Et après, effectivement, c'est quand
quand Nico Bernardi m'appelle et me dit: «Écoute, on a une séance de test qui est organisée, il faut que tu viennes ce jour-là», et moi, je lui avais dit: «Mais, je fais quoi? Je prends mes billets d'avion, de train et tout?» «Non, mais c'est tout nous qui gérons ça». Et là, tu te Et rends ouais. compte que tu as mis le pied quelque part et que c'est vraiment important, quoi. Bon, tu veux nous parler de ta saison après sur Rallye Jeune, de ce qui a déroulé après jusqu'à ce que tu arrives en Clio Trophy? Ouais, alors, année un peu particulière parce que je gagne du coup Rallye Jeunes en 2019 Mmh. et du coup, la saison que je remporte, c'est 2020 et 2020, c'est l'année covid Eh oui. et donc on va au Touquet, on fait le premier rallye. Je crois que j'ai crevé au premier rallye donc voilà, on fait des temps sympas quand même. On a fait 2-3 premiers temps de classe, mais on se mesure à des gens et c'est vraiment la première fois que je me mesure à d'autres, personnes. Donc bon, il y a rien de particulier à retenir de ça. Je sais plus exactement les chronos, tout ça, mais on était vraiment là pour apprendre et puis je savais que j'avais toute l'année pour apprendre. J'avais pas le stress de me dire: «Il faut que je performe à cette course». On était Ouais, bien c'était encadrés. sur une saison, quoi. Exactement. Donc pas de stress, voilà, moi je crois que j'avais crevé à la première course et que du coup, bah, ça avait empiété sur le résultat. Ensuite on fait un rallye terre où je termine 3e. Et ensuite on fait le Cœur de France, où je termine 4e. Et malheureusement la saison de 6 ou 7 rallyes, elle s'est terminée là. Je finis 3e du trophée, du championnat de France junior cette année-là et ça se termine comme ça. Alors j'étais un peu frustré parce que, beh, moi j'étais en pleine progression et moi j'étais sûr que j'allais pouvoir faire mieux et montrer mon vrai potentiel à la fin et c'était un peu ma stratégie. Mais bon voilà, le covid en a décidé autrement. Donc là, il a fallu commencer à parler de l'année prochaine, à penser à l'année d'après, en fait, Mmh. hein. Et j'ai la fédération qui m'a proposé de me renouveler et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Patrick Magot aussi, que les passionnés connaissent certainement, qui était l'ouvreur de Sébastien Loeb et qui a aussi été, pilote professionnel pour Citroën, à l'époque. Et Patrick Magot qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a proposé une voie un peu différente et en fait, je suis parti en Clio Trophy. J'ai décliné l'offre de la FFSA à ce moment-là. Ça a été une décision quand même assez lourde à prendre, hein. Mmh. J'en ai beaucoup parlé avec mes parents, avec mes amis et puis j'ai pris la décision de partir en Clio Trophy et voilà, on a fait une première année qui s'est pas très bien passée, pleine d'ennuis. Moi, j'ai pas été, forcément j'ai pas été forcément au niveau où j'espérais être, beaucoup de problèmes mécaniques, une saison à oublier quoi, tu vois? Budget manquant, tu vois? Vraiment le truc, Ouais. Rien de tout tracé, non, c'est non, donc ouais. là, tu te dis: «Putain, j'ai fait le mauvais choix, quoi. J'aurais peut-être dû rester et faire avec la fédé». À ce moment-là, c'est très dur, quoi. Donc moment de doute à ce moment-là, tu rebondis comment? Et je rebondis grâce à une rencontre. En fait, on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais à côté, j'ai aussi mon diplôme d'instructeur automobile et en fait, je coach pour une entreprise qui s'appelle 111 Racing Team et j'étais au circuit de Lédenon. Certains connaissent, c'est le circuit où j'ai gagné Rallye Jeune et en fait, là-bas, je rencontre un gars qui était client qui faisait la journée et je le coach. Ce gars, il s'appelle Philou. Aujourd'hui, c'est devenu mon ami et en fait, en discutant avec Philou, mon histoire lui plaît et lui, il avait une réussite, dans sa dernière entreprise, qui lui permettait de pouvoir m'aider un petit peu et il me dit: «Bah, écoute, je t'aide pour la saison prochaine et je te finance le Clio Trophy». Et en fait, si tu veux, à partir de là, ben, je suis parti en Clio Trophy, j'ai changé de copilote, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie et on est parti vraiment sur des nouvelles bases, avec une sécurité financière un peu mieux que l'année d'avant, l'année précédente et ben là, on a gagné le trophée et j'ai été champion junior cette année-là. À ce moment-là, tu te dis quoi de ton niveau? Parce que jusqu'à présent, tu avais pas eu l'opportunité d'aller au bout de quelque chose ou de démontrer. Première année apprentissage, deuxième année qui se passe pas trop bien. Là, tu fais une année pleine et tu gagnes. Ouais, alors tu te dis pas forcément moi j'ai toujours été très dur avec moi, hein, donc je suis jamais sorti d'un rallye en me disant, «Trop bien, j'ai fait le rallye parfait, j'ai été fort, machin». Moi j'ai toujours été, même si je gagnais, j'étais déçu parce que, dans cette spéciale, j'aurais voulu faire un meilleur temps ou ici j'ai fait quelque chose que j'aurais aimé ne pas faire et voilà donc évidemment tu prends confiance, tu te dis que tu es capable mais voilà cette année-là je gagne donc je suis champion de France junior, ça s'appelle mais je finis quand même deuxième du trophée derrière Thomas Chauffret,
qui m'avait donné du fil à retordre cette année-là. On avait vraiment Bataillé. bagarré. Il n'y avait pas que lui, on avait été vraiment nombreux. Il y avait Patrick Magnou, il y avait Steve Juif, il y en avait plein d'autres, hein, mais c'était une année où je pense que le Clio Trophy était assez relevé et ça m'avait vraiment fait grandir parce qu'on s'est livré des bagarres. Je me souviens qu'au Rallye d'Antibes, avant la dernière spéciale, il y avait un dixième qui nous séparait avec Thomas Chauffret de la victoire du rallye ou pas. Tu pars dans la dernière spéciale, tu as fait 2 heures de course, il y a un dixième, c'est Un génial. dixième sur des routes sinueuses. Voilà. Donc en fait, j'en garde pas. C'est pas, je me suis pas dit quelque chose sur mon niveau à ce moment-là. Juste, c'était une année qui m'a vraiment fait progresser et grandir dans le rallye, c'est certain. Est-ce qu'il y a une étape de plus qui se concrétise pour toi après ça? Tu deviens pilote officiel Renault Sport? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qui nous avait motivé à faire le trophée, c'est que quand tu gagnes le trophée junior, donc junior c'était moins de 28 ans, je crois, on t'offre un volant officiel en Clio Rallye 4 l'année d'après. Donc c'est-à-dire que nous on roulait en Clio Rallye 5, c'est le modèle un peu plus Access, quoi. access, Au ouais, départ, c'est hein. ça, tu vois, ça fait 180 chevaux. L'autre, la Rallye 4, elle a quand même des suspensions réglables, c'est plus puissant, des roues en 17. Donc c'est vraiment une vraie voiture C'est de une vraie course. voiture de course. Et je gagne une saison officielle Renault l'année d'après, ouais. Tout frais payé, pilote officiel avec un petit salaire et tout, donc vraiment le rêve, quoi. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe pour toi cette année-là? Alors cette année-là, année assez particulière, donc on fait le début du trophée, mais en fait c'était pas vraiment un trophée parce qu'on était seul avec cette Clio, on se battait face au 208, on savait pas trop, on n'avait pas d'idée, si tu veux, de ce que valait la Oui, Clio. parce que c'était une autre forme du Clio Trophy ou c'était simplement tu C'était participais au championnat de France Rallye 4 Exactement, c'est voilà. ça. Tu étais pas dans une formule de marque comme on Voilà. était en Clio l'année d'avant. Tu participais au championnat de France avec la Clio. Tu avais des voitures de la même catégorie, les 208. Tu te battais aussi, je crois, pour le championnat de France d'Euromotrice. Mais tu n'avais pas ce truc du trophée où tu Tout le monde as a les mêmes 70 voitures. jeunes avec la même voiture qui veulent en découdre, qui ont tout pareil, où tu as quelque chose à gagner à la fin de l'année. Tu avais vraiment des différences, etc. Alors, ça se passe très bien. On gagne la plupart des manches face au 208, etc. Et par contre, au rallye du Rouergue, j'ai un gros accident et qui m'a bien freiné un peu dans pas mal de trucs parce que j'ai pas eu beaucoup d'accidents dans ma carrière. J'en ai eu que 2 depuis que je fais du rallye. Deux assez importants. Et là, celui-là, ça a fait partie. Je me suis cassé les vertèbres. C'est vraiment pas un très bon souvenir. C'est quelque chose qui m'a marqué. Ça t'a marqué? Ouais, vraiment. C'était... je me souviens, Qu'est-ce qui s'est passé? ben, je fais le rallye, en fait, je fais toute la saison avec mon copilote Alexis. Puis lui était malade à ce moment-là. Et du coup, je propose à mon pote Fab, qui est pas du tout copilote, mais qui est vraiment un ami. Et moi, je pense que dans le rallye, c'est important la relation qu'on a avec son copilote. Et c'est important d'avoir quelqu'un de compétent. Confiance et de compétent et de confiance que j'ai à côté de toi. Mais d'avoir un ami, c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, Alexis est devenu un ami aussi. Mais voilà, donc j'appelle Fab et je lui dis écoute, est-ce que ça te dit de faire une manche de championnat de France avec moi? Alexis est pas dispo, machin. Et donc on fait le Rouergue. Et en fait, le rallye du Rouergue, je l'avais déjà fait 2 fois en Clio Trophy. Donc quand tu as fait un rallye 2 fois, c'est pas chez toi, mais tu connais un peu quand même le profil des routes, etc. Et en fait, on part dans la spéciale du Nérac. Et moi, il y a une partie de ce spécial que j'adore. C'est une portion super rapide où tu es en 5e tout le temps. Moi, je me sens très à l'aise dans ce genre d'endroit et que j'adore. Et forcément, quand tu adores, tu t'en souviens bien. Et voilà. Donc, j'arrive dans cette portion et je me déconnecte un peu des notes, en fait. Chose qu'il ne faut absolument pas faire en rallye. Ok. Mais je me déconnecte un Tu peu te des sens notes. à l'aise, ça roule et Exactement. Et moi, j'ai le souvenir de la route, comment elle est. Et je conduis un peu comme si j'étais sur une spéciale du rallye de Sainte-Baume chez moi, là, et que j'ai pas besoin de trop écouter ce qui se passe. Je sais où je suis. Et manque de peau, en fait, j'ai confondu 2 virages. Et avant cette portion rapide, il y avait encore un virage qui fermait. Et en fait, moi, je suis rentré je sais pas, peut-être à 130 km/h dans un virage qui passait en deuxième à 60. Et là, en arrivant dedans, au dernier moment, je comprends que ça va pas du tout. Mon pote Fab, il me dit aussi, c'est pas possible, là, il comprend qu'on n'est pas au bon endroit. Et donc, hop, je vois un champ et je vais dans le champ. Sauf que manque de peau, le champ, il était vachement plus bas. Et en fait, on atterrit sur le nez. Un accident pas très impressionnant, mais on atterrit sur le nez. Ça nous arrête net.
Et là, énorme choc. Moi, j'ai le dos, je sens tout de suite qu'il y a un truc qui va pas dans mon dos. Fab, qui connaît mon tempérament un peu stressé, et qui me dit non, ça va aller et tout, mais en fait, lui, il avait super mal aussi. Donc là, on est sur le toit, dans un champ, on voit que c'était en plein été, hein, donc on voit que l'herbe commence La à fumer chaleur un a peu, fumé, la ouais. voiture et tout. Moi, j'ai déjà entendu des histoires en me disant que quand t'as mal au dos, il faut pas bouger, etc. Mais là, j'ai pas le choix. Il fallait sortir. Je voulais sortir parce que j'avais peur que la voiture, elle brûle, hein. Et du coup, je sors, je rampe, tant bien que mal. Fab sort de son côté, il rampe aussi. Et en fait, là, on se voit plus pendant 3 heures avec Fab, parce qu'on est chacun d'un côté de la voiture. Allongé, tu bouges plus. Moi, je suis allongé dans l'herbe. J'ai l'impression que je vais mourir, hein. Je pense que je suis paralysé. Je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. J'entends à côté les voitures qui continuent d'arriver. Je me dis là, s'il y en a un qui sort, il Il nous m'arrive écrase. dessus, c'est mort. Des spectateurs qui commencent un peu à arriver, etc. Et là, c'est vraiment un coup de stress, quoi. Moi, je pense que je suis paralysé. J'ai mon père au téléphone. Je lui dis, je vais être paralysé. Je me suis éclaté le dos. C'est des trucs que tu contrôles pas trop, en fait, hein, Ah oui, sur le moment, c'est la pression qui parle. voilà, tu vois, et je dramatise un peu le truc. Bon, au final, on nous emmène à l'hôpital avec Fabien. On se revoit à l'hôpital. Et en fait, moi, j'avais 2 vertèbres cassées. Lui, il avait une vertèbre cassée et le pouce cassé. Et puis, on se retrouve à l'hôpital 4-5 heures après. Et après de longs mois de Et convalescence. après de longs mois de convalescence ensemble qu'on a fait. Et tu as pu rouler sur cette année-là. Et j'ai plus Si. J'étais normalement arrêté pendant 6 mois. Voilà, 6 mois de convalescence, ouais. Voilà. Et finalement, j'ai repris un peu plus tôt parce que j'ai pas pu m'empêcher. C'est bon. Le Parce que- danger était écarté. Ouais, c'est ça. Je faisais un championnat terre à côté en parallèle et je pouvais pas rater des manches, donc j'ai voulu continuer. Et voilà, mais c'est quand même quelque chose qui a impacté ma carrière, je pense. Tu poursuis en 2024. Il y a un chemin qui s'ouvre à toi, différent. Donc ça, c'était 2023 toujours. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose que j'ai oublié de te raconter tout à l'heure, c'est que mon ami Philou, qui me sponsorise pour le Clio Trophy, un soir, on avait fait un peu la fête, on avait bu un coup, et puis à table, il me dit, moi j'ai toujours été fan de BMW M3, et la Groupe A, hein, 30, hein. Je regardais beaucoup de vidéos de Duc Delage à l'époque, et il me dit, si jamais tu gagnes le Clio Trophy, je te paye le Tour de Corse en M3. Il me dit ça, on était à table, on discutait, moi j'y prête pas attention, on rigole, c'était une blague, voilà. Et en fait, le jour où je remporte le Clio Trophy, donc avant d'être officiel pour Renault, il m'appelle et il me dit bah, c'est bon, t'es inscrit au Tour de Corse avec la M3. Et là, je me dis mais c'est pas possible, c'est une blague. Et puis en plus, je réfléchis et je me dis je sais que les inscriptions, elles se font en janvier. Et là, on est en septembre. Je lui dis donc c'est pas possible, on n'est pas inscrit. Il me dit si, en fait, je t'ai inscrit en janvier parce que je savais que t'allais gagner. Voilà. Et c'est magnifique. C'est incroyable. Franchement, quand je repense à ça, Mais tu étais encore en convalescence alors. alors non, là, parce qu'on a fait un T'as fait un petit truc en arrière. un petit retour en arrière, parce que c'était encore en Clio Trophy à l'époque. Mais du coup, ce Tour de Corse, il arrive après ma convalescence, ouais. Et on fait le Tour de Corse avec Fab. C'est le premier rallye que tu refais après. Ouais, après je la crois. sortie. Je veux pas te dire de bêtises. Des fois, je me mélange un peu dans la hiérarchie des trucs, mais je crois qu'on avait refait un rallye terre avant. Et ouais, après, on fait le Tour de Corse et Magique. magique. Alors, ça se passait très bien. On a eu quelques ennuis mécaniques, mais le rêve, quoi. Tu vois, mais tout est parti d'un pari, enfin, même pas d'un pari, d'une discussion à table. Et l'époque M3, pour moi, elle est partie de là, quoi. Magnifique. Comment tu arrives à participer au championnat du monde? Filou, encore. Il est toujours là. Mon Filou. Non, mais ouais, en fait, si tu veux, il a vraiment cru en moi depuis le début. Et il a fait tout ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Il a aussi demandé de l'aide autour. Il a su fédérer des gens. Et en fait, oui, il y a ça aussi. Quand j'ai l'accident avec Renault, j'avais encore des rallyes payés par Renault. Et il m'en restait 2 ou 3. Et en fait, je les avais ratés pendant la convalescence. Eux, ils étaient déjà passés. Tu vois. Et du coup, bah, je vais voir Renault et je leur dis qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et moi, mon idée, c'était d'évoluer, c'était d'aller en championnat du monde. Et donc, je leur dis, plutôt que de faire 2-3 manches de championnat de France, est-ce que ça vous dit que l'année d'après, on se fasse une manche de championnat du monde avec la Clio Rallye 3? Donc, ça, c'est encore le modèle au-dessus, 4 roues motrices. 4 motrices.
Mais tout en sachant que faire une manche, ça me servirait à rien. Mais à côté, j'ai Philou qui avait réussi à fédérer un peu des gens autour. Moi, j'avais trouvé un petit peu des partenaires. Et on réussit à monter un petit programme de 3 courses. Et là, on part en championnat du monde avec la Clio Rallye 3 sur la terre. Donc moi, j'avais jamais fait de 4 roues motrices. J'avais fait un peu de terre, mais avec une traction. Et là, nous voilà partis sur le championnat du monde des rallyes. Et premier rallye, c'était le Portugal. Et c'est là qu'intervient mon deuxième accident de ma carrière. Donc on part, on fait le rallye et je suis en tête du WRC3 à mon immense surprise. Et je crois que dans la spéciale 7, je prends une ornière. J'étais pas en surconduite. J'essayais vraiment de gérer le truc, mais j'anticipe mal à quel point des WRC qui passent devant nous, Elles font des gros trous, quoi. à quel point elles vont dégrader la route en fait. Mm. Et je me retrouve dans une ornière énorme qui me catapulte et je fais 10 tonneaux, tu vois. Bon, on s'en est sorti avec rien cette fois-ci. C'est mon deuxième accident, qui était beaucoup plus spectaculaire que le premier, Donc ça a tourné longtemps et tout. mais on s'en sort bien et on s'en sort sans mal. Je suis parti faire des checks et tout, mais tout allait bien. Donc là, je pensais que la saison était assez compromise, mais finalement, on part quand même en Sardaigne. Et là, c'est là que tout s'arrête un peu dans le moderne, je pense. Donc là, c'est le rallye qui est payé par Renault. Et de l'expérience du Portugal, il nous fallait une voiture de Rocco un peu plus solide. Parce qu'en fait, quand tu fais les reconnaissances d'un rallye terre, tu passes, en championnat de France, tu passes avec la voiture de course. En mondial, tu passes avec une voiture de route. Et moi, je demande à Renault qu'on ait une voiture spécialisée pour la terre. Et ils me disent que c'est compliqué en termes de budget et qu'il vaut mieux louer un truc à l'aéroport, un peu surélevé, mais qu'ils ne pourraient pas me donner ce qu'on appelle un mulet, c'est-à-dire une voiture préparée Préparé, de reconnaissance. avec un protège-carter, avec des routers, avec des sièges baquets, tout pour être confortable pour les recos. Donc voilà, c'est trop compliqué à mettre en œuvre, ça coûte un peu cher de ce que je crois comprendre à ce moment-là. Donc du coup, on loue une voiture à l'aéroport. Et là, je reconnais 2 spéciales. Et en fait, je me rends pas compte, mais on casse le carter sur une pierre, parce que c'était une voiture de route. Et du coup, on se retrouve arrêté au milieu de la Sardaigne avec mon pote Alexis, là, qui me copilote à l'époque. Et le problème, c'est qu'en mondial, tu as des timings pour les spéciales. Tu n'as pas respecté. Et là, donc, on était hors timing complètement. Il manquait des spéciales. On venait de casser le moteur de la voiture, parce qu'on casse le moteur, de l'huile partout. Voilà. On casse le moteur de la voiture de loc. On est à 2 heures de l'aéroport et en fait, on rate la moitié des spéciales. Et là, j'ai tout le monde qui me dit fais le rallye sans faire de reconnaissance. Et moi, je dis les gars, C'est compliqué. je suis passionné, j'aime ça par-dessus tout, mais déjà, on part dans un truc qui est ultra dangereux. Partir dans un championnat du monde sans notes, c'est absolument dingue. Et en plus de ça, je vais prendre 5 secondes au kilomètre, ça n'a pas d'intérêt en fait. Hein. On va juste Prendre des risques des risques, se ridiculiser, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Et en fait, de là est né un conflit avec Renault, qui ne comprennent pas ma décision. Et tout part de là. Et en fait, si tu veux, moi, à ce moment-là, je suis un peu dégoûté du rallye. Tout s'arrête là. Tout s'arrête. Le dernier rallye qu'on devait faire, on ne le fait pas. Et pour moi, la parenthèse moderne, et en tout cas, l'ambition de devenir professionnel, elle s'arrête un peu à ce moment-là. Parce que moi, je fais ça pour mon plaisir. C'est ma passion. J'avais envie de réussir. Mais là, je vois que j'ai en face de moi des gens qui partagent pas les mêmes valeurs que moi et je me sens pas à l'aise en fait dans ce milieu-là, quoi. Tu dirais que un peu l'envers du décor, au-delà du budget, dès que tu es un peu à haut niveau, c'est que ça peut manquer de structuration ou d'accompagnement, parce que là tu me parles d'une décision qui finalement est une décision logique de bon sens, de pas continuer, mais en même temps derrière, puisque la structure est là en place, alors il faut quand même faire l'épreuve. Toi, tu es jeune, je pense que c'est des décisions pas simples à prendre. C'est très compliqué. Moi, à l'époque, je gère très mal le côté politique de la chose, où là, on me dit surtout ne marque pas ne marque pas sur les réseaux la raison de l'abandon, ça va être mal perçu, etc. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, ouais, donc moi, je marque un truc bidon en disant pour des raisons personnelles, on décide d'arrêter. De là, des rumeurs comme quoi on n'avait pas envie de faire le rallye, on avait changé d'avis, tu vois. Donc, tout part dans un mauvais mood où je me dis, mais en fait, moi, je fais pas ça pour ça. Moi, je fais pas ça pour avoir des problèmes, je fais pas ça pour que
Les gens me demandent des comptes, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pas fait ça? Moi, j'avais essayé d'arranger tout le monde, ça avait pas marché, et j'ai compris à ce moment-là que c'était un environnement qui peut-être ne me correspondait pas, quoi. Du coup, cette parenthèse-là s'arrête pour toi, la parenthèse moderne. À côté de ça, tu as un diplôme de moniteur, tu es instructeur. Tu es aussi dirigeant de Maths House, donc on en parlera un peu plus loin. Et tu arrêtes pas le rallye quand même. Tu continues à faire du rallye, mais plus en moderne. Ouais, alors en plus, quand je dis plus en moderne, c'est même pas vrai parce que j'ai refait des rallyes en catégorie moderne. Mais quand je dis j'ai arrêté, c'est j'ai arrêté d'espérer de D'espérer devenir faire une professionnel carrière. et Ouais. de rouler en double. Parce que quand tu roules à ce niveau-là, que tu fais le championnat du monde junior, quelque part, c'est parce que tu espères aller en WRC2 et après en WRC. Et en faire ton métier et devenir un des 10 meilleurs pilotes du monde. Mm. Disons que voilà, j'arrête pas tout, mais j'arrête de croire que je vais devenir pilote professionnel en WRC à ce moment-là. Ouais. Ça, on peut le dire. Ta trajectoire prend un nouveau départ et tu te lances de nouveaux objectifs. Exactement, exactement. Comme tu dis, à côté de ça, je suis instructeur. Donc c'est ce qui me fait vivre, hein, clairement. Quand j'ai mon diplôme d'instructeur à 18 ans, ben, c'est assez compliqué parce que quand tu as 18 ans, t'as pas grand monde qui te fait confiance. T'as rien fait, t'as rien prouvé. Un gars qui a sa voiture, il se dit pas, bah tiens, ce jeune-là, il va m'apprendre comment conduire ma voiture qui fait 500 chevaux. C'est intéressant ce que tu dis, du coup, quand on est jeune et qu'on a quand même un diplôme de moniteur, du coup, quelles sont les voies qui peuvent s'ouvrir à nous? En fait, tu as quand même travaillé, tu as travaillé dans quel secteur? C'était pas de l'instruction privée, c'était des marques qui t'appelaient, comment ça se passait? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a il y a beaucoup de jeunes diplômés qui galèrent à trouver du travail, hein. C'est un métier où il y a quand même c'est un métier qui devient à la mode. Du coup, il y a beaucoup d'instructeurs et il y a de moins en moins de demandes. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient créé une école de pilotage pour les enfants C'est bien ça. au circuit du Castellet. Et moi, comme j'habite à Marseille, bah, c'est à 50 minutes de chez moi. Donc ça se goupille, je rencontre ces gens. Eux, leur école est un peu nouvelle. Moi, en simultané de tout ça, il y a un peu rallye jeune, etc. pour te situer. C'est un peu à ce moment-là. Et enfin, c'est même un peu avant. Donc je commence avec eux. Donc je suis sur un petit circuit, même pas un circuit de kart, un petit circuit tracé sur le parking du Paul Ricard. Et j'enseigne à des jeunes qui ont entre 7 et 12 ans de conduire. On leur donnait des vraies voitures, hein, et on leur apprenait à conduire. Alors c'était pas de l'enseignement d'auto-école, hein. C'est parce que c'était axé performance quand même, hein. On était sur un circuit, il y avait des trajectoires, et moi, ça m'a permis d'apprendre le métier avec moins de stress. Parce que tu as en face de toi des Un enfants, cadre hyper bienveillant. exactement, avec des parents qui accompagnent leurs enfants, qui sont trop contents de leur faire plaisir. Et voilà, moi, ça commence comme ça. Petit à petit, après, ben, tu rencontres un parent d'un enfant qui a une voiture et qui me dit: ah, ben moi, je vais rouler sur le circuit du Paul Ricard, le grand circuit, dans 2 semaines. Est-ce que ça te dirait de faire mon coach? Puis ça commence comme ça. Et après, je travaille pour la fameuse structure 111 Racing Team, où je rencontre Philou. Euh, où là, c'est des stages de pilotage du coup pour adultes avec des Lotus. Et en fait, les choses évoluent un peu comme ça. Et quand je gagne Rallye Jeune et que je commence à faire du rallye, là, il y a une autre dimension parce que ben, tu as quand même plus de crédibilité aux yeux des gens. Notoriété qui commence à naître. Voilà, je sais pas si c'est le mot notoriété parce que c'est quand même assez faible à ce moment-là, mais c'est ouais, en fait, tu es plus t'es crédible aux yeux des gens parce que tu fais de la course. Donc là, tu commences à avoir aussi des compétiteurs qui t'appellent. Moi, j'ai cette voiture-là, j'aimerais faire ce rallye, est-ce que tu peux me coacher? Et en fait, c'est parti de là. Voilà. Et après, le fait de rouler, bah, chaque fois que je roule, bah, si je faisais un bon résultat, bah, ça donnait envie aux gens De de me faire appel à contacter. toi. Et voilà, et c'était souvent comme ça. Moi, là, quand je roulais, j'avais souvent pas mal de demandes de coaching après. Et quand je roulais pas d'un moment, c'était plus calme, quoi. Tu continues à faire ça. Je continue à faire ça, mais beaucoup moins. Je le fais beaucoup avec des clients privés maintenant, et surtout avec mes anciens clients que j'ai connus depuis le début, que je connais bien, avec qui voilà, tout se fait naturellement et de manière assez fluide, parce que comme tu l'as dit, bah, j'ai créé une société à côté qui me prend du temps. Donc, mais néanmoins, c'est quand même ma seule source de revenus pour l'instant. J'insiste pour que ma société, pour l'instant, c'est du plus. J'y touche pas, j'essaie de la faire grandir, mais
ma source de revenus, ce qui me permet de payer mon loyer, c'est mes coachings. Donc je continue de le faire avec, mon vivier de clients privés qui sont aussi quasiment tous des amis aujourd'hui et beaucoup avec les M3 aussi, ouais. Justement, on y vient, la M3. La passion pour la M3, elle débute quand? Moi, mon premier souvenir, et je pense que c'est ce qui a déclenché ça, on revient vraiment à quand je suis très très jeune et que je regarde les fameux DVD de rallye Voilà. et qu'il y avait Hugues Delage sur une des vidéos. Et en fait, on avait ce DVD là avec plein de pilotes différents, Ragnotti, Panizzi, machin, avec que des voitures de dingue. Mais je sais pas pourquoi, je suis incapable de te l'expliquer. Moi, il y a que la M3 qui m'intéresse. Et cette vidéo de Hugues Delage avec Gilles Mondésir, qui est son copilote, elle me, Elle te mettait les poils. ouais, vraiment, vraiment. Et tu vois, c'est mes premiers souvenirs en rallye, je pense, pour répondre du coup à une de tes premières questions, je pense qu'ils viennent de là, à regarder cette vidéo, à même pas savoir ce que c'est un copilote, parce qu'on entend dans la vidéo le copilote qui parle, qui est Gilles Mondésir. Moi, je pensais que c'était le pilote qui disait ce qu'il faisait. Enfin, j'étais vraiment, je comprenais pas, tu vois. Et tout part vraiment de là pour la M3. Et en fait, dès que j'ai une petite voiture miniature, je demande à ce que ce soit une M3. Dès que j'ai un poster dans ma chambre, c'est une M3. Alors que personne autour de moi est forcément fan de cette voiture. Ouais, l'époque est un peu passée, on est venu Voilà, à autre chose. la 306 Maxi, les kit cars, tout le monde parle un peu de ces voitures-là. Et moi, il n'y a que la M3 qui m'intéresse à ce moment-là. Est-ce que c'est lié à ce souvenir de vidéo d'Hugues Delage? Je pense. Et c'est peut-être lié au style de pilotage, de ce que tu voyais sur les vidéos, justement. Ouais, après, j'étais jeune quand même, hein, franchement. Je savais même pas le rôle d'un copilote. Donc, est-ce que. Le fait de voir la voiture Oui. peut-être glisser par Mais tu rapport as à raison. une traction. Tu as raison. C'est certainement ça. C'est vrai que quand tu regardes les vidéos d'Hugues Delage, tu le vois souvent sortir en dérapage sur un talus. Tu comprends pas trop pourquoi la voiture elle glisse alors que quand tu vois les autres elles vont droit. Et peut-être que c'est ce qui a fait que je me suis intéressé à cette voiture inconsciemment. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'aime la M3 hein, et c'est pour ça. Hein. Mais ouais, je pense que c'est né de là et que c'est pour ça que j'ai adoré cette voiture. Comment tu démarres l'aventure Mats House ou M3, si tu veux nous parler de ton parcours M3? M3, ouais, bah M3, ça part de ce qu'on disait tout à l'heure, de Philou qui me Fait faire le tour de qui me Corse. fait faire le tour de Corse. Je fais le tour de Corse. Et quand je fais le tour de Corse, c'était en 2000, bon, je sais plus l'année exactement, mais il y avait très peu de jeunes qui roulaient avec ça. Le tour de Corse historique, c'était réservé un peu aux chefs d'entreprise qui couraient avec leur voiture, Gentleman aux driver. gentleman drivers qui voulaient s'amuser avec leur voiture ancienne. Les jeunes étaient très peu intéressés par ça, parce que les jeunes étaient occupés à essayer de percer en moderne, hein, comme j'ai essayé de faire moi aussi. Et en fait, à ce moment-là, ça crée un petit. Je sais pas, ça fait un peu parler quand on fait le tour de Corse. J'avais fait un peu des passages, des freins à main. Je m'inspirais un peu des vidéos que j'avais vues, en fait, de Hugues Delage. Autant bien profiter du moment. Si tu veux, j'ai tellement passé de temps sur le bord des routes quand j'étais petit, à regarder, à analyser, à attendre de voir des super passages et tout, que moi, quand je voyais des gens sur le bord, je pouvais pas m'empêcher d'essayer de leur faire plaisir. Des fois, je conduisais plus pour eux que pour moi avec la BM. Tu vois, je voyais, j'étais en train de faire un chrono, je me disais, allez, il faut que je m'applique. Là, je vois des mecs en train de me motiver sur le bord et ben, je suis obligé, je tire le frein à main, je leur fais un passage et puis après, je vois la vidéo et puis les gens sont contents. Et en fait, c'est un peu parti comme ça. Et donc, il y a un petit truc qui s'est créé autour de ce premier Tour de Corse. Après, ça a fait un peu l'enchaînement, l'effet boule de neige que je te disais, où ben, j'ai un propriétaire d'M3 qui m'a appelé, qui m'a dit tiens Tom, j'ai ma M3, est-ce que tu peux venir l'essayer pour me dire ce que tu en penses par rapport à celle que tu as conduite autour de Corse. Donc, tac, je fais une séance d'essai, il y a quelques photos, quelques vidéos, puis ah ben ouais, machin, hop, ben, si on refait un rallye en M3, puis je fais le rallye du Var. Et là, le rallye du Var, on le fait en moderne, donc plus de visibilité, pareil, toujours axé sur le spectacle, parce que moi j'aime beaucoup ça, avant de parler du chrono. Et tout part un peu de là, de la M3. Et en parallèle, il y avait Mats van der Brandt, donc c'est le fameux préparateur hollandais qui crée des M3 que je connaissais évidemment, mais moi à ce moment-là je parle pas du tout anglais. Je le connais sur les réseaux. On s'est déjà échangé, tu vois. Moi je lui ai déjà écrit bravo pour tes voitures. Lui il m'a déjà écrit bravo pour ton rallye, beau passage. Mais ça reste vraiment des échanges très ponctuels. Un jour, je loue la M3 de Thierry Neuville, qui était, en fait, qui est une M3 de Mats, hein, que Mats avait construite, avait vendue à Thierry. Mais c'est Thierry qui me loue la M3, je croise pas Mats. Mais quand même, Mats sait que je roule avec sa voiture, on s'échange un petit peu, etc.
mais pas plus. Et en fait, un jour, un de mes clients m'appelle pour faire une séance d'essai avec sa M3, pour qu'on la règle. Et il me dit, écoute, il y aura Matt ce jour-là, il va venir essayer une voiture aussi, moi j'aimerais que tu me coaches. Et en fait, on monte dans le nord, ça faisait un peu mi-chemin, Matt il descendait un peu et moi je montais un peu, et on fait une séance d'essai sur un circuit d'Abbeville, avec mon client et avec Matt. Et moi je baragouine en anglais, je dis deux, trois mots, mais lui c'est un jeune, aujourd'hui il a 34 ans, donc à l'époque un peu moins, et tout de suite, je sais pas comment t'expliquer, mais Il y a le feeling. il y a un truc, tu vois. On blague, on rigole, on aime les mêmes choses, on va prendre sa voiture à la fin, on va faire les cons sur le circuit avec sa voiture de route, tu vois. Il monte avec moi, je monte avec lui, on analyse, et on aime les mêmes choses, tu vois. Le soir, on va tous au resto avec les clients et avec lui. On parle, moi, je me découvre un petit dialecte en anglais, je parle un peu avec les mains, tout ça. Et au final, on- tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui naît avec ce gars, tu vois. À ce moment-là, ça On y est est. vraiment, on devient potes. Et à ce moment-là, on reste en contact vraiment. Et après, petit à petit, ben, fait une course, fait une séance d'essai. Et puis, il me dit, ça serait quand même pas mal qu'on fasse un truc en France. Moi, j'ai moins de clients en France. Toi, tu fédères quand même pas mal les gens autour de la M3 dans le sud. Moi, j'aimerais avoir un pied-à-terre ici. Voilà. Et ça part de là. Et de là, on réfléchit pendant une année, on structure les choses. Moi, je me suis fait aider par pas mal de personnes pour créer la société, pour faire les bons choix, pour créer un contrat, etc. Et on lance Matt's House en septembre 2025. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans cette association et dans ce projet Alors, bon, déjà, je viens de te dire que ça s'appelle Matt's House. South pour le sud de l'Europe, de hein. l'Europe? Voilà. Euh, c'est une entreprise, mais ça reste quand même basé sur des liens d'amitié. Tu vois, à la base, c'est par amitié avec Mats qu'on a décidé de faire cette association. Il aurait pu la faire avec d'autres, moi j'aurais pu la faire avec d'autres personnes dans la M3, mais ça s'est quand même fait comme ça. Ça reste quelque chose de très professionnel et qu'on a envie de vraiment structurer. Mais en fait, le but, c'est de. Si tu veux, c'est pas très compliqué à comprendre. Lui, il parle hollandais. Les voitures, tout se passe en Hollande et ça crée une distance. Moi, mon but en créant cette société, c'est de créer le lien entre le client français et la Hollande. Donc, c'est de faire les échanges, c'est de faire la traduction. Parce que je suis pas un expert de l'anglais, mais j'ai quand même progressé parce qu'on parle tous les jours depuis 2 ans maintenant ou 3 ans. Et c'est d'accompagner les gens une fois qu'ils ont une voiture qui a été vendue, de leur régler la voiture. C'est de créer des événements, c'est de mettre en avant cette voiture et de la démocratiser, de la démocratiser dans le sud de l'Europe, ouais, en général. Ce qui est bien aussi avec ton parcours, c'est que du coup, à tes clients aussi, tu peux leur apporter aussi une notion de réglage, de compréhension du pilotage de la voiture. Quand tu leur livres une voiture, tu sais les accompagner peut-être au-delà du simple intermédiaire entre Mats et eux. C'est ça. En fait, si tu veux, j'ai pas j'ai pas vraiment un truc bien précis que je fais avec Matt's House. C'est pas mal de petits atouts. Et donc, par exemple, celui-là où ben, le client reçoit sa voiture ou même est propriétaire depuis longtemps de sa voiture. Et Mats n'a pas forcément le temps de s'occuper de tout ça. Et puis lui, il est très mécanique, il a énormément de travail. Et ben moi, je m'occupe de régler la voiture, effectivement. Maintenant, j'ai conduit pas mal de BM. J'essaye de m'adapter aux besoins de chaque client, de leur donner une voiture, en fait, et de leur mettre la voiture à leurs mains. Tu vois? Ça a été quelque chose de très compliqué pour moi parce qu'au début, quand j'ai commencé, il n'y a pas si longtemps, hein, mais si tu veux, moi, j'ai un style de conduite particulier et j'ai un style de réglage particulier sur mes voitures. J'adore rouler avec des voitures très souples, qui bougent beaucoup. J'aime pas du tout les voitures de course très précises, etc. Moi, j'aime quand ça bouge, ça me donne confiance, et c'est mon style. Et au début, j'essayais de. Pour moi, c'est ce qu'il fallait. Et du coup, quand on me demandait de régler une voiture, je faisais, faisais comme ça. je faisais comme ça. Et alors, ça plaisait à certains, mais ça déplaisait à d'autres. Et ben, il a fallu réagir, hein, parce que quand il y a un client qui fait un rallye et qui te dit ben, la voiture ne me plaît pas, ben là, il faut Il faut trouver une il solution. faut trouver une solution.
Et en fait, j'ai appris avec le temps à, à vraiment comprendre ce que veut le client, à comprendre son style de pilotage. Alors moi, je regarde pas mal de vidéos du client avant, de son style de pilotage. On échange beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Parce que lui, le client, s'il fait appel à moi, c'est parce que quelque part, il ne sait pas forcément retranscrire ce qu'il aimerait. Voilà. Alors j'essaye de déchiffrer avec ses mots à lui, voilà, qu'est-ce qu'il aimerait, comment il aimerait que la voiture réagisse, comment il peut faire pour que la voiture le mette en confiance, et après à moi de trouver les solutions, les solutions. Alors moi je suis pas mécanicien, donc c'est pas moi qui trouve la solution technique ni qui l'a fait, mais moi bon maintenant avec la M3 j'ai l'habitude, donc je sais en changeant quoi, sur quoi ça peut agir. Mais si tu veux, tu le transmets toujours à un ingénieur, tu transmets ton feeling à un ingénieur Et qui lui le traduit en qui lui le réglage. traduit en mécanique. Mm. Voilà. Mais je prends pas d'initiative vraiment énorme sur les réglages de la voiture, bien que la M3 quand même, maintenant je commence à connaître un peu, donc je peux me permettre certains trucs, mais voilà, chacun a son rôle à jouer, et moi je suis pas mécanicien, je suis pas ingénieur, mais voilà, j'essaie de donner mon approche de pilote et de le retranscrire sur la voiture pour que le client soit content après et qu'il roule avec. Du coup, tu as eu l'opportunité de voir tout l'environnement autour de la M3, c'est-à-dire d'avoir pu la conduire sur des courses mythiques comme le Tour de Corse. Maintenant, tu as une structure qui est dédiée à ça et tu t'occupes de fournir les clients sur tout le sud de l'Europe. Demain, si tu avais l'opportunité de repartir en moderne, de rouler avec d'autres autos que la M3, est-ce que tu le ferais ou est-ce que finalement la M3 c'est devenu ton seul vrai outil de passion? Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis avant tout passionné par le pilotage. C'est ce que j'aime le plus, c'est conduire une voiture, c'est ressentir la physique de la voiture, aller à la limite, chercher à comprendre, etc. Donc, évidemment que demain, si j'ai une opportunité pour rouler en moderne, je vais la saisir. Voilà. Maintenant, je vais pas tout faire pour ça. Voilà. Quand je dois monter un budget, essayer de faire une course, je vais tout faire pour axer ça sur la M3. D'une part parce que ça me plaît beaucoup, mais d'autre part parce que c'est aussi c'est mon C'est ton entreprise travail aujourd'hui, aujourd'hui. c'est mon travail. Donc, si moi je fais une course avec la M3, ça va, ça va susciter de l'intérêt. Donc, pourquoi pas des ventes de voitures derrière, etc. Et c'est un peu notre fonds de commerce en fait, de rouler avec Mats, parce que lui aussi roule beaucoup. Mais évidemment que demain, si j'ai une opportunité de rouler en moderne, je le ferai. D'ailleurs, je l'ai fait, hein. J'ai roulé avec une Skoda RS de AMD, un rallye par chez nous. J'ai fait la Sainte-Baume avec une Alpine. Ça me plaît, hein. Et puis les voitures modernes sont très efficaces. Mais quand même, la M3, elle a quelque chose de particulier. C'est une voiture à l'ancienne, ça fait un bruit mais d'enfer. Aujourd'hui, toutes les voitures de rallye, quasiment, sont des moteurs turbo. Ça fait moins de bruit, c'est très aseptisé. Ça va très vite, mais c'est très aseptisé. Tu roules très vite sans t'en rendre compte. Avec la M3, quand tu roules vite, tu t'en rends compte. Parce que, tu vois, ça reste une vieille voiture que Mats a réussi à moderniser quand même, hein. C'est vraiment fantastique ce qu'il a réussi à faire, hein. Il a réussi, tout en restant dans le règlement historique, à donner une nouvelle naissance à cette voiture, à la rendre très facile à conduire, très accessible à tout le monde, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures anciennes, hein. J'ai essayé des M3 et des vieilles voitures où tu as vraiment la sensation d'être au volant d'une vieille voiture. Là, tu gardes quand même l'ADN de la M3, tu restes dans le règlement, évidemment, parce que c'est quand même le cahier des charges, mais tu as quelque chose de facile, avec une direction directe, avec du jeu nulle part, une boîte très précise, et tu allies ce plaisir d'un peu de la technologie moderne mêlée à l'historique, tu vois. C'est peut-être ce qui fait le secret, et c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. C'est Rebirth of a Legend. Ça, c'est le titre, C'est la c'est le baseline. slogan Slogan. de Mats. Tu auras remarqué mon accent anglais. Fantastique. Voilà, mon super accent. Non, mais voilà, la renaissance d'une légende. Il y a renaissance. Donc ça veut dire qu'il faut quand même apporter la Du touche. renouveau. Exactement. C'est pas juste on refait rouler des M3. On refait rouler des M3, mais mieux qu'avant. Alors, il y a beaucoup de puristes en France, surtout en France quand même, hein, qui restent bloqués sur l'ancien temps de l'époque de ProDrive, etc. Et qui comprennent pas pourquoi on apporte cette touche de modernité sur ces voitures.
Moi, je trouve que c'est dans l'air du temps. C'est pas non plus, c'est pas non plus comme si on avait fait des M3 hybrides. Voilà, c'est des petits changements, quoi, hein. Des C'est évolutions des évolutions pour les rendre meilleures, plus faciles, plus performantes, plus sécuritaires. plus tout, voilà, plus sécuritaires et voilà. Mais du coup, pour revenir à ta question initiale, quand même en plaisir, la M3, t'as une vraie boîte à crabot, c'est une boîte en H, tu vois, mais tu peux quand même freiner au pied gauche parce que c'est une boîte à crabot, t'as pas besoin de débrayer. C'est une propulsion, très très vivant. Un régime moteur qui va loin. Si t'imagines, ça prend 9100 tours minute, c'est dingue. Et ça, c'est pour la voiture de rallye, les voitures de circuit, parce qu'il fait aussi des DTM, ça prend quasiment 10 000 tours. C'est dingue. Quand t'es dans la voiture, t'as les frissons, vraiment. Tu mets le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué, ça m'intéresse. T'as pas fait que du rallye dans ta carrière. Non, c'est vrai que ma carrière, elle est quand même axée sur le rallye, mais j'ai eu aussi d'autres opportunités, en circuit notamment. J'ai fait les 24 heures de Dubaï et j'ai fait les 12 heures du Castellet. Voilà, c'est 2 courses que j'ai une fois de plus fait grâce à mon pote Philou, qui m'a entraîné dans ça avec l'équipe Vortex. Et si tu veux, ça m'a vachement plu, mais pour un pilote de rallye, c'est pas ce qui nous fait fantasmer vraiment parce que je pense que c'est très complémentaire. C'est important de savoir être bon en circuit, sinon tu peux pas être bon en rallye. C'est intéressant. Pourquoi il faut être bon en circuit pour être bon en rallye? Euh, Quelles sont les spécificités ou les bases du pilotage qui sont reportables? c'est une très bonne question parce que moi, c'est ma guerre permanente, ça. C'est ma guerre du quotidien. C'est que souvent, le rallye, et même mon style un peu généreux, est assimilé à une conduite très, très, très dure pour la voiture, très, tu vois, avec beaucoup d'excès, etc. Alors que pour Avec moi, des grosses mises en contrainte. exactement. Alors que pour moi, la définition même du pilotage, c'est de réussir à être à la limite de quelque chose, mais sans jamais la dépasser, et en restant tout le temps en contrôle, et sans prendre de risques. Ça peut paraître fou, parce que voilà, je sais que souvent, quand les gens voient des vidéos de rallye, la voiture qui passe, ils se disent, mais lui, il a posé le cerveau à l'assistance, il réfléchit pas. Il y avait la fameuse devise de Colin McRae qui disait dans le doute, pied au plancher. Ouais. Mais ça, c'est un mythe. Alors, peut-être qu'il y en a qui se l'appliquent. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit, quand j'ai eu un doute avant un virage, Le pied. de rester à fond. J'ai une approche très prudente en rallye. Et le circuit, ça t'emmène ce côté technique de la trajectoire, de l'équilibre de la voiture, qui te permet en rallye de faire des bons chronos sans prendre de risques. Si tu fais que du rallye dans ta vie, tu vas tenter de rouler vite, alors que tu n'as pas forcément la technique. Parce que le rallye, c'est un sport très... Et le circuit, tu es obligé d'avoir la technique, sinon il se passe. Avec le circuit, voilà, si tu freines pas, si tu sais pas faire un beau freinage dégressif, si tu sais pas mettre juste la quantité de volant qu'il faut, si tu sais pas avoir la bonne trajectoire, tu fais pas de chrono en fait. Et en rallye, on croit souvent qu'il faut être un peu bourrin, il faut rentrer le plus vite possible dans les virages, il faut tout le temps glisser, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est les mêmes techniques. Dans l'idéal, il faudrait rouler comme en circuit dans une spéciale de rallye. C'est pas possible parce qu'il y a trop Les d'imprévus. routes, les imprévus, Exactement. des différentes adhérences. Tu le sais toi-même, hein, qui est pilote aussi. Tu as vraiment t'as tout qui change tout le temps. Tu connais pas à l'avance le parcours. Tu as fait des reconnaissances, mais tu connais pas à l'avance le parcours. Tu découvres tout en arrivant. Donc il y a une part d'impro. Il y a les concurrents de devant qui ont mis de la terre sur la route, qui font que tu peux pas toujours prendre la trajectoire idéale, etc. Mais si tu veux, tu adaptes une conduite circuit au rallye. Mais c'est pas l'inverse en fait, hein, vraiment. Le rallye, c'est vraiment de la finesse et en fait, j'invite tout le monde à se renseigner et surtout si un jour il y en a qui ont la chance de monter avec des pilotes de rallye, si un jour ils montent avec quelqu'un de très agressif, de très violent, C'est pas bon. c'est que c'est pas quelqu'un qui a vraiment un gros niveau en rallye, quoi. Aujourd'hui, tu montes avec les top pilotes. J'ai eu la chance de monter avec Thierry Neuville dans la M3, avec Chris Mick, avec Sébastien Ogier une fois sur la neige. C'est des gars qui sont très détendus au volant et qui roulent très vite, mais sans prendre de risque. Sans prendre de risque. Sans prendre de risque. Peut-être à l'exception de Chris Mick, quand même. qui lui... Tu as peut-être une anecdote à nous faire partager. Ouais, Chris Mick, ouais, vraiment, lui, je l'ai rencontré par la M3 aussi, parce qu'il a loué une M3 Mats très récemment. Et moi, je venais de faire la Sainte-Baume, et il courait sur la même voiture. Et en fait, je suis venu pour... je vais pas dire pour l'aider, parce que ça serait prétentieux, mais
pour l'aider à avancer plus rapidement dans dans l'apprentissage de la M3, pour lui donner les petits conseils qui vont lui permettre d'apprendre plus vite. Mais après, il a évidemment pas eu besoin de mes conseils. Mais lui, il a quand même... son mentor, c'était Colin McRae. Hein. Et du coup, là, la devise dans le doute pied au plancher, Il l'applique. je pense qu'il l'applique vraiment. Moi, je suis monté avec lui. Et je peux te dire que ça se fait ressentir. Mais voilà, ça reste un pilote phénoménal qui m'a raconté des super anecdotes sur Colin McRae, justement, et tout ça. Mais voilà, tout ça pour en revenir à ce que je disais, où un vrai pilote de rallye aujourd'hui, c'est quelqu'un de très doux dans sa façon de faire, de très réfléchi, et qui prend pas tant de risques que ça. Si tu pouvais changer quelque chose dans le sport auto, tu changerais quoi? Au regard de ta trajectoire et ton parcours. Si je pouvais changer quelque chose en sport auto, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont un talent fou et qui peuvent pas percer parce que ça coûte beaucoup trop d'argent. Et du coup, on peut pas vraiment savoir qui est bon en rallye. Si tu veux, en foot, un mec qui est bon, il va pouvoir s'entraîner. Un mec qui veut vraiment montrer qu'il est bon, il va pouvoir s'entraîner et il va pouvoir montrer qu'il est bon. En rallye, si tu veux t'entraîner, ça coûte très cher. Il n'y a pas d'endroit Tu peux fermer une route, tu peux louer une voiture, mais ça va coûter le prix d'un rallye pour faire une séance d'entraînement. Moi, ce que je changerais, c'est que je recentrerais un petit peu toutes les personnes qui aident des jeunes. J'aiderais peut-être un peu moins de personnes, mais je les aiderais sur le long terme, en leur laissant la chance de pouvoir montrer ce qu'ils valent vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui sont faits pour aider des jeunes, mais on a un rallye pour montrer ce qu'on Si un veut. pépin, ça s'arrête. Si un pépin, c'est terminé, et puis tu te doutes bien qu'en un rallye, tu peux pas... tu arrives avec le stress, tu veux bien faire, donc du coup, t'es pas naturel, t'es pas toi-même, tu montres pas ce que tu sais vraiment faire, parce que tu te dis, si je vais pas assez vite, ben, personne ne me retiendra. Si je vais trop vite et que je fais une erreur... On va retenir que ça. On va retenir que ça. Donc en fait, ouais, je recentrerai un peu les centres d'aide et je créerai des programmes qui aident des jeunes, mais qui leur donnent vraiment leur chance, quoi. Si on refait le podcast dans 10 ans, qu'est-ce qu'il me dit, Tom Pierry? Et j'espère que dans 10 ans, Tom Pierry, il aura bien évolué et il roulera avec des M3 très souvent. Il pourra s'épanouir dans ces deux métiers qui sont pilote et chef d'entreprise. Et puis voilà, moi j'ai 2 petits frères, et puis j'espère dont un qui va faire son premier rallye la semaine prochaine, donc j'espère qu'ils vont réussir, et j'espère les aider et leur apprendre mes erreurs, et pour pas qu'ils refassent les mêmes choses. Donc dans 10 ans, j'espère qu'on se reverra, que j'aurai fait plein de courses à M3, que je me serai régalé et que tout aura évolué. Est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sport auto qui, toute considération levée, si tu devais me dire j'aimerais faire ça ou j'aimerais faire ça, ça serait quoi? Ouais, moi j'ai la chance d'aller chaque année en Laponie pour le travail, mais j'ai jamais fait de rallye sur la neige. Et j'ai vraiment pour rêve de faire un rallye en Finlande ou en Suède sur la neige, parce que c'est vraiment la surface où je me sens le plus à l'aise. Merci Tom. Ben écoute, merci à toi, c'était vraiment sympa. À refaire. Avec plaisir. À dans 10 ans. Tom, merci pour ton authenticité et merci d'avoir partagé ta trajectoire. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Racing's Trajectoire. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voulez voir derrière le micro. Et avant de se quitter, je vous rappelle aussi que le lancement de l'application Racing s'approche. Racing, c'est la plateforme digitale dédiée au sport automobile, un seul réseau pour tous les profils du sport auto. Pour suivre le lancement, rendez-vous sur www.racings.com et préinscrivez-vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle trajectoire.